Bienvenue chers auditeurs, chers fidèles, ici Basto pour le Club Paname. On continue de vous proposer des nouvelles choses avec aujourd'hui le lancement d'une nouvelle rubrique, le duel. Le but de cette rubrique est d'opposer deux avis différents sur un sujet précis, chaque participant ne disposant que de quelques minutes afin d'exposer son point de vue et de tenter de convaincre son auditoire. N'oubliez pas de voter pour moi à la fin s'il vous plaît. Idrissa Gueye vient de rejoindre le Paris Saint-Germain après avoir souscrit à sa visite médicale avec succès. C'est le thème du coup de ce soir. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche? Les deux participants seront Lionel, plutôt satisfait de ce recrutement, et moi-même, donc bien plus dubitatif sur ce choix. Bonsoir Lionel, explique-nous pourquoi cette recrue est selon toi une bonne idée. Salut Basto et merci pour cette introduction. Donc oui, alors je vais commencer par parler un peu de Idrissa Gueye. Alors c'est un joueur qui, il est vrai techniquement ce n'est pas Verratti, mais c'est un joueur qui est assez bon sous son premier contrôle, qui tente aussi pas mal de passes vers l'avant, contrairement à ce qu'on peut laisser penser son profil. Alors c'est pas un joueur très créatif, même s'il peut être utilisé dans un rôle un peu plus placé un peu plus haut par rapport au Sénégal, où c'est plutôt lui qui prend le jeu à son compte. Mais c'est surtout un joueur qui aime le duel, avec un gros volume de jeu, un très gros tacleur, qui récupère énormément de ballons et qui est capable de répéter les efforts. Ce qui aujourd'hui n'est pas un profil présent dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tuchel, la saison dernière, pour moi, avait construit son système de jeu autour de Neymar. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on n'a pas trouvé un profil de jeu au Paris Saint-Germain et que l'équipe avait été construite avant tout pour que Neymar soit la clé du jeu du Paris Saint-Germain, le facteur X. Donc, ce qui fait que, donc on va le voir sur ce schéma tactique. Donc, comme vous pouvez voir sur le premier schéma, on va dire que c'est le schéma où le Paris Saint-Germain se positionne lorsqu'il n'a pas le ballon. Donc, ce système fait que quand on n'a pas le ballon, Neymar occupe avant tout le couloir gauche et aide Bernat en phase défensive. En phase de possession, il devient le dépositaire du jeu du PSG. Il a une liberté de mouvement bien plus importante qu'au Barça ou au Brésil. Comme on peut le voir donc sous le second schéma, on se retrouve souvent dans cette position. Le rôle du double pivot situé derrière lui a pour objectif donc de lui donner le ballon assez rapidement et lors des pertes de balles, de pouvoir récupérer tout de suite. Et c'est là que Gueye devient important car son rôle sera avant tout pour moi d'être proche du joueur créatif qui lui aussi a un gros volume de jeu, Neymar, pour récupérer rapidement ou au moins tuer les contres en cas de perte de balle. On a pu le voir la saison dernière, à Naples par exemple, ou même dans des matchs de Ligue 1, que lors des nombreux décrochages de Neymar, en cas de perte de balle, nous étions rapidement en danger, car nous n'avions pas ce joueur capable de sortir rapidement dans les pieds des joueurs adverses, et nos défenseurs se retrouvaient rapidement en position de 1 contre 1. Donc pour moi, c'est vraiment dans ce rôle que Gueye va vraiment apporter quelque chose de différent au Paris Saint-Germain. Merci Lionel pour cet avis éclairé. À moi de jouer maintenant et donc de vous dire pourquoi ce recrutement me semble une fausse bonne idée. Alors si Gueye est un joueur assez rapide, beaucoup plus que Krikoviak l'était par exemple, qui est capable de faire l'essuie-glace à la Kanté, avec une bonne lecture du jeu sans ballon qui lui permet d'intercepter plus facilement cette balle et de gagner ses duels, il reste selon moi un joueur assez monoprofil, dans le sens où quand l'équipe a le ballon, il devient d'un coup très secondaire, plus qu'un Casemiro ou un Kanté par exemple, si on prend les meilleurs joueurs du monde dans ce rôle-là. Alors c'est un profil qui peut être très utile chez certaines équipes, mais je pense que pour nous, le Paris Saint-Germain, il ne le sera pas, parce que je pense qu'il ne me semble pas pouvoir régler nos deux principaux soucis, qui sont une balle qui avance peu en phase de possession et un bloc qui est coupé en deux à la perte du ballon. Je vais m'expliquer plus en détail. Tout d'abord, on sera tous d'accord pour dire que Verratti est le seul titulaire assuré au milieu. À partir de là, et sachant que Tourelle semble fortement vouloir jouer avec un milieu à deux, on le voit encore en prépa, que ce soit en 4-2-2-2 ou en 3-4-3, on joue avec deux milieux en grande majorité du temps depuis que Tourelle est ici. On risque donc de voir Gueye associer la plupart du temps à Verratti. Or, pour moi, l'association avec Verratti me semble très peu complémentaire, tout comme elle le serait avec Paredes, pour quasiment les mêmes raisons que je vais vous exposer maintenant.
Certains disent, peut-être à juste titre, que Gay va libérer Marco et lui permettre de jouer enfin plus haut. Moi je pense que Marco n'a pas la capacité mentale à jouer haut, qu'il fait et qu'il fera toujours un blocage. Il faut accepter que c'est un joueur qui est focus vers le ballon, qui joue face au jeu en permanence. Déjà qu'il a tendance à redescendre beaucoup quand il joue avec Mota ou quand il joue avec Jorginho en sélection, alors que c'est plus des profils de Regista qui savent faire cette première relance. Je pense qu'avec un Gay, ses décrochages au niveau des décès risquent d'être systématiques. Je dis absolument pas que Gay est nul ou maladroit techniquement, il est même plutôt bon dans les premiers contrôles. Ses relances, même si elles sont basiques, sont propres, mais c'est sa palette qui est trop limitée. Et ce sera donc à Marco d'initier le tempo en position basse et de venir décrocher. Alors en soi, ce serait pas forcément un souci si l'autre milieu, donc Gay, était capable d'échanger les rôles. Par exemple, si Gay était un joueur qui pouvait compenser ses décrochages en allant proposer sans le ballon derrière la ligne de pression adverse afin d'éviter le surnombre derrière le ballon en phase de relance et les déséquilibres structurels que cela implique, des lignes distantes et donc un espace libre au milieu à exploiter pour l'adversaire. Alors en prenant en compte comment on a pu jouer sous Tourelle l'année dernière et avec ce que pourrait apporter Gay, je me suis amusé à théoriser et un peu m'imaginer comment pourrait avoir lieu notre animation avec ballon avec un duo Verratti-Gay. Donc on voit le schéma ci-dessous. Alors je suis parti sur un 4-4-2, mais le 3-4-3 changerait pas foncièrement la donne, du moins dans l'animation avec ballon, puisque l'animation reste très proche. Dans le 4-4-2 Tourelle, on a des ailiers qui se recentrent, et on a un des deux milieux qui joue souvent en position de quasi-libéraux, donc on n'est pas loin, dans les deux cas, d'une animation qui est toujours pareille, et qui commence toujours de la même manière, c'est-à-dire en première relance en 3+1, donc soit 3 DC plus Verratti, soit 2 DC plus les deux milieux. Ça a pour conséquence que Paris est d'entrée de jeu en large supériorité numérique face à la première ligne de pression adverse, avec les décrochages de Marco, et avec un Gay qui, comme je l'ai dit, n'est pas a priori un joueur qui est capable de composer en proposant dans l'espace vide, que l'on voit dessiné en pointillé sur le schéma. Ça force donc, comme on l'a vu l'année dernière, les offensifs créatifs comme Neymar à décrocher très bas, parfois même derrière la ligne médiane, et Paris est souvent ainsi en situation de sous-nombre dans le camp adverse, la balle a du mal à avancer, il est pas rare, on l'a vu dans les derniers matchs de prépa, contre l'Inter notamment, il n'est pas rare de voir Paris attaquer en 4 contre 8 dans la moitié de terrain adverse. C'est quand même une infériorité numérique qui est assez importante. Et pour moi, c'est pas le profil milieu bas de Gay qui réglera ça. Je pense que pire, il risque de l'amplifier. Il y a un autre problème qui arrive ensuite, qui est la perte de balle où l'espace au milieu est facilement exploitable pour l'adversaire si on perd le ballon dans la zone du rond central. En effet, la position du bloc est dépendante de celle vue lors des transitions offensives. Donc, si l'équipe est désorganisée avec le ballon, il y a des grandes chances qu'elle le soit aussi sans. Or, avec Neymar qui est obligé, donc, comme je l'ai dit, de descendre très bas, initier nos actions et jouer des situations de dribble en infériorité numérique, ce qui implique une énorme prise de risque, et un Di Maria dont on connaît le déchet important, les pertes de balles, malheureusement, elles sont fréquentes dans cette zone, et Paris se retrouve alors avec un no man's land au milieu à gérer, qui a plusieurs conséquences. L'adversaire a le temps de créer des surnombres dans l'axe et ainsi de forcer l'équipe à défendre en reculant, ou aux joueurs parisiens à se recentrer, ce qui libère les couloirs, qui est déjà pas point fort de Paris, mais alors si en plus on leur laisse les boulevards, n'en parlons pas. Un autre problème, c'est les lignes donc, qui sont distantes. Paris part avec moins de chance du coup dans la lutte des 6 précieux seconds ballons. Donc si on perd ces seconds ballons, on est plus sous pression, on a plus de chances de craquer. Et on peut rajouter que si l'adversaire veut allonger, la petite taille du duo Marco-Gay sera également un handicap. Voilà, c'était mon point de vue. On va proposer une petite conclusion. Lionel, ta conclusion s'il te plaît. Pour finir, je trouve que ce milieu de terrain, l'équipe aujourd'hui va ressembler, alors toute proportion gardée bien sûr, au Real Madrid de la saison 2002-2003, où au milieu de terrain on retrouvait un double pivot souvent composé de Makelele et Flavio Conceição, qui pour moi ressemble un peu à ce qu'on va voir cette année avec Idrissa Gueye et Marco Verratti. Et cette année, pareil, le Real avec 4 joueurs offensifs, Zidane, Figo, Raoul, Ronaldo, et ce qui, on va dire, alors bien sûr c'est pas le même profil, mais on va retrouver à peu près un peu cette similitude avec des latéraux très portés vers l'avant, et 2 joueurs au milieu de terrain, avec un qui a un très gros volume de jeu, donc Idrissa Gueye, et un autre qui a un volume de jeu, on va dire, assez intéressant, même si c'est pas sa capacité première dans Verratti, mais qui est aussi capable de récupérer le ballon assez bas et de donner à nos joueurs créatifs. Donc, moi je trouve que ça ressemble un peu, donc, comme je disais, à cette équipe, et cette équipe avait eu de très bons résultats, puisqu'elle avait fini championne d'Espagne, si je me souviens bien, et demi-finaliste de la Ligue des Champions. Donc, moi je pense que Idrissa Gueye va apporter un peu ce que faisait Makelele dans cette équipe.
Et donc je pense que ça peut être quelque chose de très bénéfique. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je redonne la parole à mon ami Basto. Merci Lionel. Quant à moi, ma conclusion, c'est que si Gay est un formidable récupérateur, cela n'aide pas grandement quand une équipe est déséquilibrée comme la nôtre. Et pour moi, Gay va avoir tendance à déséquilibrer cette équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être associé à Verratti, un autre milieu bas. La récupération est une chose qui est collective plus qu'individuelle. Si Gay se retrouve à gérer des situations en son ombre, il a beau être très doué dans ce domaine, ça rendra la chose très complexe. Et donc, oui, l'association avec Marco tend à amplifier l'écart entre le bloc défensif et le bloc offensif au lieu de le régler. Voilà pour moi pourquoi ce recrutement ne me séduit pas. Et je pense que le profil dont on avait vraiment besoin était celui d'un 8 box-to-box, capable de défendre mais aussi d'assurer un relais entre le créateur bas qui est Marco Verratti et le créateur haut qui est Neymar. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, pensez à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce levé vers le haut, cela nous serait d'une bonne aide. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne pas manquer nos prochaines sorties. N'hésitez pas non plus à commenter, à nous dire qui vous a le plus convaincu lors de ce duel. On sera à vos dispositions pour répondre à vos questions, pour élargir le débat ou pour répondre à vos suggestions, si vous en avez par exemple des suggestions de sujets que vous aimeriez que l'on traite. Je vous dis à bientôt.